en réalité, ce sont comme des aiguilles qui vont très vite. Quand vous tapez avec ça sur quelque chose de mou pour tirer sur quelqu'un, il reste debout. À la limite, même, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ils prennent plusieurs cartouches et ils sont toujours debout. Je m'appelle Michel Goya. Michel est historien militaire, ancien officier des troupes de marine, et il va nous dire si Call of Duty et Battlefield sont réalistes. Là, on a à peu près tous les types d'armes qui sont utilisées dans une section d'infanterie, un fusil de sniper, de tireur d'élite. Les armes les plus utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont d'abord des pistolets mitrailleurs. Donc ça, c'est un concept qui a été inventé à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. C'est cette idée d'avoir une arme légère qui permet de tirer en rafale. Les meilleurs pistolets mitrailleurs de l'époque, c'est le MP40 allemand, c'est le PPSH soviétique, ou simplement la Thompson. Dans un groupe de combat, vous avez ceux qui portent des pistolets mitrailleurs et ceux qui portent des fusils, avec un qui était capable de tirer précisément assez loin, mais au coup par coup, et un autre qui était capable de tirer très près. 70% des gens qui sont tués ou blessés, c'est par l'artillerie. Leurs principaux ennemis, c'est pas les fantassins en face, c'est les obus, les artilleries, c'est tout, les mines éventuellement. C'est contre ça qu'ils se battent d'abord. Une grande partie du temps passé cherche à savoir où est l'ennemi, où sont les amis. Il faut toujours faire gaffe de ne pas provoquer ce qu'on appelle des tirs fratricides, hein, c'est-à-dire tirer sur ses copains, quoi. Vous voyez pas grand monde. Dans le jeu, on voit toujours les gens, pratiquement toujours les gens sur lesquels on tire. C'est des moments très rares en fait qui sont représentés. Le combat, c'est beaucoup d'ennui pour quelques moments de peur en fait. Là, oui, on est à Paris, c'est la deuxième DB, très certainement. Donc équipé à l'américaine, organisé à l'américaine. Quand vous êtes équipé, vous n'avez qu'une seule arme, hein, vous ne changez pas d'arme. Il faut bien comprendre que quand on tire relativement loin, votre cartouche elle va mettre du temps forcément à arriver sur la cible. Si vous tirez à 600 mètres, il faut à peu près une seconde pour que votre balle arrive sur la cible. Dans les jeux, on a l'impression que les tirs sont instantanés. Et maintenant, c'est pas complètement instantané. Dès que vous vous éloignez, il y a un petit temps d'attente. Quand vous êtes engagé dans ce truc comme ça, en réalité, vous rentrez dans ce qu'on appelle une zone de mort. Vous répondez un peu à une question, deux questions. Est-ce que je dois le faire? Normalement, vous n'avez pas le choix. Et puis surtout, est-ce que je peux le faire? Vous avez plein de gens qui, en réalité, ne savent pas quoi faire dans le truc, et certains qui sont complètement bloqués, paralysés. À 120 pulsations minutes, par exemple, vous commencez à perdre de l'habileté manuelle. Et la grande angoisse, c'est de savoir combien il me reste de cartouches. Donc la tentation, c'est hop, on enlève le chargeur, et puis même on le jette, et puis on en met un tout neuf et plein de munitions. Donc, ce qui fait que, par exemple, sur le champ de bataille, après, vous retrouvez plein de chargeurs qui sont à moitié pleins. Les armes en silencieux, alors c'est très cinéma. D'abord, il faut arriver au contact. C'est des situations où vous voulez abattre une sentinelle, un truc comme ça, qui vous permet de pénétrer quelque part. Mais c'est assez exceptionnel, quoi. Donc l'optique de nuit, un viseur laser. Particularité de ce type de mission, donc on pénètre dans une maison qui est habitée, c'est du tir de très très près. La vraie difficulté, c'est surtout de ne pas se tromper de cible et pas tuer des innocents ou vos camarades. Timer, he has a vest. There is no escape. He has a remote. Tombe sur quelqu'un qui est équipé de ceintures explosives. Vous vous trouvez de près face à ces gens-là, comment on fait quoi? Il faut envoyer ce qu'on appelle un mur de feu. Il faut l'envoyer beaucoup, ou si vous avez la possibilité, vous les tirez à quelque chose de plus lourd. L'idée étant que justement, ils ne viennent pas au contact. Mais là, avec des combattants suicides qui vont courir vers vous, ou qui vont foncer vers vous avec un véhicule, c'est une problématique de l'arrêt. Il faut le stopper le plus loin possible du contact. C'est bien fait, quoi. C'est-à-dire que les images sont quand même très réalistes. Donc là, une opération amphibie avec des véhicules amphibies donc qui peuvent flotter et débarquer. Ensuite, on a des groupes de combat. Voilà, les armes modernes, dans leur classique, fusil d'assaut. Le roi du champ de bataille, maintenant, du combat d'infanterie, c'est le fusil d'assaut, quoi. Particularité, c'est qu'elles sont maintenant relativement légères. Globalement, tous les fusils d'assaut, maintenant, ils commencent un peu à se ressembler. Alors, le M4, c'est
C'est toujours d'ailleurs l'arme de base des fantassins américains. Il y a moins de diversité que pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Parce qu'il y a moins de producteurs, tout simplement. C'est pas mal. Alors moi, ce que je reproche toujours, c'est que voilà, c'est très individualisé, alors que c'est vraiment un travail vraiment d'équipe. Ça va un peu vite, tout se passe bien. Le chargeur, il rentre toujours comme il faut. C'est pas forcément si pratique que ça d'aller récupérer son chargeur, de le sortir. C'est un peu trop rapide, si vous voulez. Un truc aussi, c'est la représentation forcément des impacts. Enfin, des fusils d'assaut modernes, c'est plutôt des petits calibres, grosse puissance, c'est-à-dire que ça va très vite. En réalité, ce sont comme des aiguilles. En fait, ça va pénétrer. Sur le moment, il ne va rien se passer. Donc, vous pouvez tirer sur quelqu'un, il reste debout. À la limite, même, il ne se rend pas forcément compte. Donc là, on tombe d'abord sur des unités de shooters très impressionnantes. Ça manque peut-être un peu de drones. On ne peut plus rien faire sans qu'il y ait des drones partout. La plupart des fantassins en Ukraine se battent plus contre des drones que contre d'autres fantassins en réalité. Et ils sont eux-mêmes toujours appuyés ou accompagnés de drones et de plus en plus maintenant de robots au sol. S'il y en a un qui est blessé, on va l'évacuer avec un robot. C'est-à-dire qu'il faut imaginer maintenant un combat où vous avez, sur des kilomètres, vous avez des drones au-dessus de vous. Le combattant, il regarde maintenant de plus en plus, il regarde plus le ciel que devant lui. Ils essaient de se déplacer, lorsqu'ils sont en découvert, de se déplacer très vite. Donc par exemple, les tendances, ça peut être le vélo, ça peut être des petits véhicules ou des quads. Et donc, combat futur, vous êtes obligé, je pense, d'introduire des drones. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup spéculé à un moment sur le combattant augmenté du futur qui devait être super high-tech, avec un exosquelette, avec tout un tas de gadgets. Et puis finalement, on en est revenu. Ça n'a pas très bien marché, nulle part d'ailleurs, y compris en France. Ce que j'aime bien, c'est que justement, on n'est pas là-dessus. On est encore sur des soldats qui ressemblent assez largement aux soldats actuels. Voilà, vous avez des illusions, pourquoi pas. C'est 2035. D'une manière générale, vous savez, quand on fait des projections comme ça sur l'avenir, on est souvent beaucoup plus, j'allais dire, optimiste sur l'évolution des choses. Il est probable que dans 10 ans, en fait, ce ne sera pas très différent. Il y manque beaucoup de choses. On essaie de simuler, on dire en physique. Même à la limite, vous tirez sur des écrans, mais voilà, vous êtes debout, vous avez votre propre arme. Là, on fait juste, on se balade et on fait du tir. Il ne faut pas se dire qu'en étant ceinture noire sur Battlefield ou Call of Duty, vous êtes un bon combattant. Mais dans tous les cas de figure, il manque un truc, c'est que vous ne mourrez pas. Et vous n'allez pas tuer aussi au passage. Ce qui n'est pas forcément, évidemment, c'est pas naturel non plus de tuer des gens. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas toute cette dimension de peur, de stress, qui change beaucoup de choses. Si vous voulez en savoir plus sur ce que représente le combat rapproché, très concrètement, là, je vous conseille Théorie du combattant, que je viens de publier il y a quelques jours.